Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord et commentons l'actualité ensemble avec Alexandra Spinner, enseignante, Caroline Valentin, avocate au barreau de Paris, Éric Revel, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio. Tout compte fait, c'est à 7h20 dans le Grand Matin Sud Radio. Et Arthur Moraglia, bonjour, vous êtes coprésident de Démocratie Ouverte. On va revenir tous les jours, on parle d'Emmanuel Macron puisque tous les jours il s'exprime. Hier c'était cette lettre dans la presse quotidienne régionale, puis avant-hier c'était la lettre ouverte, hier c'était encore un podcast d'1h45. Il dit que la guerre civile est à nos portes. Ce soir, premier débat, Attal, Bardella, Bompard, que dire des sondages, bref, beaucoup de sujets. Le RN qui a présenté son programme hier. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Éric, on va commencer avec vous, sympa de côté, sur l'actualité qui n'est pas politique. Non, Kenji Girac. Oui. Vous vous souvenez de ce chanteur populaire qui visiblement a voulu mettre fin à ses jours. L'enquête a conclu. Très bien, on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. C'est un garçon de talent. Mais ce qui m'a un peu choqué, un peu interpellé, c'est qu'il a été blanchi de 2 chefs d'accusation, celui de port d'armes et celui de consommateur de cocaïne. Alors pourquoi je dis ça m'interpelle, parce que si vous êtes un jeune dans la rue maintenant, que vous avez une arme de manière illégale et que vous avez de la cocaïne sur vous, normalement, ça s'appelle la jurisprudence Kenji. Vous ne serez plus. Non mais vous voyez, ça m'embête beaucoup en fait, parce que au-delà du drame peut-être qu'il s'est évité lui-même, cette façon de dire c'est peut-être parce que c'est un chanteur connu qui n'est pas redevable de ces 2 chefs d'inculpation. Ça me fait poser tout simplement la question, mais alors qu'est-ce qu'on dit dorénavant à des gens qu'on interpelle avec une arme et de la cocaïne sur eux ? Donc alors, c'est un coup de cœur pour son rétablissement et c'est un coup de gueule pour la justice qui a décidé cela visiblement. Peut-être que l'avocate que vous êtes, Caroline Valentin, peut commenter. Oui, je commente pour dire qu'en fait, malheureusement, compte tenu de l'encombrement de la justice, nombre de délits qui ont été votés par le Parlement au nom du peuple français, aujourd'hui, ne sont plus réprimés. Des procureurs vous expliquent qu'ils vont prendre les délits les plus graves quand une plainte arrive sur leur bureau et qui vont ne pas tenir compte des moins graves à leurs yeux, compte tenu du degré d'encombrement de leur juridiction. Il y en a un qui racontait que s'il y a 600 homicides, que lui il a 400 places, qu'il peut traiter 400 dossiers, il y a 200 homicides qui ne seront pas traités. En fait, moi je vous dis, j'ai été agressée, j'ai été agressée par un SDF qui a été pris sur le fait. J'étais en sang, j'ai eu 3 jours d'ITT, j'avais des contusions. Ça a été classé sans suite et le SDF en question est venu se réinstaller en bas de chez moi. Et je ne pouvais rien faire. Voilà, c'est ça l'état de la justice aujourd'hui. Mais quand vous discutez, vous amenez ce sujet vous amenez ce sujet dans la conversation. C'était mon cas hier aussi avec des amis. Une amie qui est créatrice de vêtements s'est fait piller son entrepôt. Les types ont été pris sur le fait. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas de suite. Donc c'est une autre. Et donc dans ce déjeuner, une autre racontait qu'elle s'était fait voler ses valises. Je vous dis, faites attention dans les gares, parce qu'il y a des taxis mal intentionnés qui ont des complices. C'est-à-dire que vous mettez votre valise dans le coffre, vous montez dans la voiture et quand vous arrivez, il n'y est plus. Et le chauffeur dit, je comprends pas ce qui s'est passé. Et là, on lui répond, oui, ça arrive, effectivement, on le sait. Et il ne se passe rien. Non, mais en plus, c'est ce qui est regrettable, c'est que la justice ne soit pas un sujet différent. C'est que là, il y a un choix dans ce qui explique Éric Revel, c'est qu'il y a un choix qui a été fait de la part d'opportunité des poursuites. Des poursuites. C'est-à-dire qu'on dit que la détention d'armes et la détention de cocaïne, il y en a plein en fait. Mais le problème, c'est qu'en fait, la justice n'est malheureusement pas assez discutée. Ce n'est pas un sujet de discussion démocratique. On n'en parle pas souvent dans les médias, mais on ne se rend pas compte à quel point le fait que de moins en moins d'infractions de la vie quotidienne, ce qu'on appelle des incivilités, alors que ce sont des infractions sont sanctionnées, le degré de délitement sur la cohésion nationale que ça peut avoir, l'impact micro-sociologique en fait. Les gens ne se sentent plus en sécurité parce qu'ils savent parfaitement que s'il leur arrive quelque chose qui n'est pas suffisamment grave, en fait, la police va enterrer leur dossier, le procureur qui est toujours derrière la police va enterrer leur dossier et qu'ils n'obtiendront pas de sanction en fait. Allez, un mot. Oui, juste un mot. Moi, je suis toujours très prudente dans le commentaire
fragmentaire d'une affaire de justice que je n'ai pas, j'ai pas lu le jugement en tout cas, mais c'est vrai qu'on a toujours le sentiment quand même que la justice organise l'impunité. Bien sûr. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que ça contribue à jeter le discrédit sur toute la société. En réalité. Et à finalement parler d'une forme d'impunité. Suivant que vous soyez riche ou puissant. Absolument. Quoi. Non mais c'est ça que ça donne comme impression. Ouais. Pardonnez-moi, je dis pas que c'est le cas, mais ça donne ça comme impression. Quel exemple vous donnez ensuite à des jeunes qui vont se faire choper dans les mêmes conditions? C'est pas forcément suivant qu'on soit riche ou puissant. Il y avait un dossier il y a pas très longtemps. Ils ne seront pas condamnés non plus. Hein, je vous veux dire, un chauffeur de taxi qui renverse et tue une gamine de 3 ans et demi d'un couple d'Ukrainiens qui était arrivé en France. Il a été condamné alors qu'il reconnaissait même pas que sa responsabilité, qu'il n'était même pas complètement désolé, à 1 an avec sursis. Bon, voilà. Elle est morte, la gamine. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous tentons de nous mettre d'accord aujourd'hui autour d'Alexandra Spinner, enseignante, Caroline Valentin, avocate au barreau de Paris, Éric Revel, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio. C'est tous les matins à 7h20, tout compte fait. Il va falloir faire les comptes, Éric, bientôt. Je les fais régulièrement, vous savez bien, Valérie, vous écoutez tous les matins. Absolument. Arthur Moraglia, bonjour, coprésident de Démocratie Ouverte. Donc on va revenir sur l'intervention, le long podcast d'Emmanuel Macron hier qui ressemble un peu à un lapin pris dans les phares malgré tout et qui semble découvrir la lune sur l'insécurité, sur la violence des mineurs, etc., et qui dit que s'il n'est pas élu, ce sera la guerre civile. Premier débat ce soir, Attal Bardella Bompard, et puis beaucoup d'autres sujets liés évidemment à ces élections qui ont lieu dimanche prochain. On continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Alexandra, c'est là aussi un sujet un peu en marge de l'actualité politique française. Oui, je vous propose de faire un pas de côté et d'aller voir ces images magnifiques de chrétiens au Nigeria qui sont dans une église qui a été entièrement brûlée par les islamistes. Ils sont là, ils résistent, ils sont résilients, ils sont courageux, très courageux. Et il faut aussi penser à eux parce que ce sont 18 000 églises et 2200 écoles chrétiennes qui ont été attaquées, des milliers de chrétiens qui ont été massacrés, et bien sûr, aucune manifestation dans les capitales européennes, pas de campement dans les universités américaines. Personne, au fond, ne se soucie du cauchemar que vive ce peuple incroyable. Et j'aimerais qu'on ne détourne pas le regard du massacre qui est en cours au Nigeria et qu'il ne reste pas dans l'oubli du monde. Oui, il y a il y a ceux-là, effectivement, ces chrétiens, vous avez raison. Il y a les chrétiens d'Orient, il y a les chrétiens des pays d'Afrique qui sont totalement abandonnés à leur sort. Et j'ai trouvé ces images, allez les voir, elles ont circulé sur les réseaux sociaux, cette église totalement dévastée et brûlée par les islamistes, et ces chrétiens qui sont là et qui résistent. C'est vraiment magnifique, c'est une belle image, et je voulais vous proposer de faire un petit pas de côté on peut parler du Darfour aussi, du Darfour Absolument. Où il y a en ce moment des massacres absolument tragiques dont personne ne parle, massacres de musulmans, qui sont et le monde ne regarde pas. Il y a une guerre civile et 1,5 million d'habitants, 2 millions d'habitants qui sont encerclés par des militaires, par des combattants, et on voit des massacres se produire. Voilà. Et on voit bien que les défenseurs des droits de l'homme au petit pied, tant que ça n'est pas Israël, ça ne les intéresse pas. Voilà, je le constate quand même. Ouais. Commentaire ? D'une manière plus générale, ce qu'on constate, c'est que quand même, au niveau du monde, aujourd'hui, à votre avis, combien, quelque part, de régimes constituent des démocraties réelles où on peut protéger les droits des citoyens, assurer la sécurité de tous, les libertés ? En fait, en 2022, c'était 29%. Ça veut dire que vous avez plus de 70% des régimes qui ne peuvent pas être considérés comme des démocraties réelles. En termes de population, en termes de nombre d'États ? Oui, en termes de population, en termes d'habitants qui vivent dans un régime démocratique, exactement. Merci de votre précision, parce que c'est important. Parce que déjà la Chine et donc, pèse lourd. Et donc toute la question, en fait, est de comment les démocraties occidentales, type les démocraties françaises, peuvent aussi outiller ces pays. Le Nigeria,
c'est une des plus grandes démocraties, imparfaites certes, mais démocratie d'Afrique. Comment est-ce que il peut y avoir des échanges, des moyens de soutenir et de renforcer l'état de droit dans tous ces pays? Bien sûr. Ouais. On continue notre tour de table. Alors Caroline, c'est... Moi, je ne sais pas si c'est un coup de gueule ou un coup de cœur, j'hésite encore. Alors, j'écoute France Culture le matin, sachez-le. Oui. Vous D'ailleurs, ça me permet de me réveiller quelquefois en sursaut. C'est l'avantage, en sursaut d'indignation. Et cette fois-ci, à ma grande surprise, alors que j'avais l'habitude d'un discours très convenu, notamment quand ils ont parlé du projet de loi contre la médicalisation des mineurs qui sont en crise pubertaire. Vous savez que petite Louise qui demande à ce qu'on appelle Maurice, eh bien, il n'avait présenté que des gens qui étaient contre le texte, qui étaient très militants, transgenristes radicaux. Là, à ma grande surprise, cette fois-ci, ils avaient Mathieu Bock-Côté, et Bérénice Levé à l'antenne. Alors là, je me suis dit, franchement, ils entendent arriver le vent du boulet de la privatisation. Mais donc ça, c'était le coup de cœur. Le coup de gueule, c'est bien sûr aussi, après la manière dont ils ont été traités, cette manière de renvoyer dans leur 22 d'une certaine façon. Bérénice Levé qui a quand même écrit quelques livres qui pour asseoir sa crédibilité. Mathieu Bock-Côté qui est sociologue et qui explique d'ailleurs que le terme d'extrême droite sert à décrire plutôt qu'à décrier, qui donne des arguments. Bérénice Levé qui cite l'enracinement et Guillaume Erner qui lui oppose le fait que le Conseil d'État a validé la qualification d'extrême droite pour le RN. Alors, je voulais juste m'arrêter là-dessus, parce que je crois qu'ils ne l'ont pas dit à l'antenne, et je crois que personne ne le sait. Effectivement, le Conseil d'État a validé en mars le fait que le RN devait être considéré comme un parti d'extrême droite. Ce que peut-être les gens savent moins, c'est que le président de la section contentieux du Conseil d'État est Christophe Chantepie, qui a un long parcours au Parti socialiste et qui était notamment directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault. Quelle était l'une des premières mesures prises par Jean-Marc Ayrault? C'est de confier à Thierry Tuot, aujourd'hui président de la section intérieure du Conseil d'État, sur décision d'Emmanuel Macron, la rédaction d'un rapport sur la société inclusive, qui a été rendu en février 2013, et qui dit en substance que les Français doivent effacer leur culture pour laisser la place à la culture des immigrants dans leur pays. Donc, avec toute une série de considérations extrêmement méprisantes sur la culture française, son histoire, son passé, ce qu'elle représente, ses us, ses coutumes, etc. Donc, le Conseil d'État est à nouveau présenté comme une sorte d'arbitre impartial qu'il n'est pas, qu'il n'est plus, parce que tant lui que le Conseil constitutionnel est un outil antidémocratique, pour reprendre, habitons encore dans une démocratie, quand des gens qui ne sont élus par personne ont un pouvoir considérable. Je vous rappelle que tous les projets de loi, les projets d'ordonnance et les projets de décret passent entre les mains du Conseil d'État, passent ensuite évidemment à l'Assemblée nationale, mais sont ensuite passés aux grilles du Conseil constitutionnel. Qui est à la tête du Conseil constitutionnel? Laurent Fabius, élu par François Hollande, maintenu par Macron, et on a vu ce que ça a donné concernant notamment le projet de loi immigration, plébiscité par 70% des Français, et dont il ne restait finalement quasiment rien à l'arrivée. Voilà, donc je voulais parler de ça pour parler de l'état de la démocratie française et de cette manière d'imposer une pensée monochrome, de ne pas supporter le débat politique, le débat démocratique qui était la source de notre souveraineté, en mettant dans des institutions des idéologues. Alors, j'en profite pour inviter vos auditeurs, Valérie, à lire vraiment l'essai de Mathieu Bock-Côté. Oui, vraiment, le totalitarisme sans le goulag, et c'est vraiment passionnant à lire, absolument. Bérénice Levé aussi, ce qu'elle écrit. Je ne l'ai pas encore lu. C'est magnifique. Non, mais là-dessus, en réaction, parce que on n'était pas ensemble, mais j'ai écouté aussi la matinale de France Culture ce matin avec justement ces deux intervenants. Et c'était assez intéressant parce que justement, Mathieu Bock-Côté a aussi parlé énormément du gouvernement des juges. Il a beaucoup utilisé cette expression. Et il faut qu'on s'interroge collectivement sur cette expression, parce qu'on parlait juste avant de la question de Kenji Girac et de comment est-ce qu'on devait rendre la justice, et quels étaient les moyens qui étaient dévolus à la justice. Il y a plusieurs manières de détruire la justice, et ça se fait d'une manière très lente et très insidieuse. La première manière, c'est de lui couper les moyens. C'est ce qu'on voyait par rapport à la question des places de prison, de l'application des peines, de comment on outille les juges. La deuxième manière, c'est aussi de la remettre en cause, très régulièrement, et d'une manière permanente. Et en fait, c'est pas du tout par rapport au sujet de est-ce que quelque part la qualification était fondée en termes de droit. C'est la manière dont nous, collectivement, on a tous une responsabilité sur comment on va traiter l'institution judiciaire
et comment on va lui donner une place pour qu'elle assure une séparation vraiment très nette des pouvoirs entre le judiciaire et derrière le législatif, l'exécutif, le politique. Et la troisième, c'est judiciaire, législatif. Ok. Et il y a une quatrième façon de déconsidérer la justice, c'est de voir le syndicat de la magistrature avoir un biais idéologique tel qu'on pense qu'il juge non pas sur le fond, mais sur la forme et de manière politique. Vous voyez, il y a une quatrième façon de déjuger, à mon avis, la justice aussi. Donc elle se déjuge toute seule, en fait. C'est-à-dire quand le syndicat de la magistrature, très bien, il représente un tiers, je crois. Donc mais enfin quand même, il participe à des débats, par exemple à la fête de l'humanité, en prenant des positions politiques. Vous dites... ce qu'il n'a pas le droit de faire. Hein. Alors, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Il n'a pas le droit mais de voyez, faire. Ça pose quand même... Vous faites référence au devoir de réserve ? Non, on fait référence au statut des syndicats de la magistrature qui n'ont pas le droit d'être partiaux. Le laxisme dénoncé par la droite, pour certains juges, c'est pas du laxisme, c'est simplement le fait qu'il faut excuser. Vous voyez, donc... Cette façon-là, à mon avis, de prendre position dans le débat politique français pour des juges qui appartiennent à ce syndicat ou à d'autres, c'est une façon aussi, me semble-t-il, de se tirer une balle dans le pied, déconsidérer la neutralité objective de la justice française. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous commentons l'actualité. Vous vouliez réagir à ce qu'on disait avant sur la justice et Absolument, juste pour rebondir sur ce que disait Eric, effectivement, le problème c'est que toutes les institutions de la République sont politisées et investies idéologiquement, et c'est quand même un vrai sujet. Et souvenez-vous de cette citation magnifique de Mitterrand, méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils finiront par tuer la République. Ouais. Il y a bien participé, Mitterrand, quand même. Très largement. Oui. Un mot, je vous donne la parole dans un instant, Arthur, mais un mot quand même sur la journaliste Julia Foyce, qui sévit sur le service public sur France Inter, et qui va participer à un meeting du Front Populaire. C'est ce on a pu voir son visage, d'ailleurs avec une photo de France qui vient de France Inter, sur une affiche du Front Populaire, grand meeting où elle doit prendre la parole, et ça pose la question du deux poids deux mesures une fois de plus du service public, quand on sait que Jean-François Aquili a été viré pour suspicion d'avoir voulu écrire un livre avec Jordan Bardella, ce dont il s'est défendu, et bon, il a fini par être viré, mais là visiblement ça ne gêne pas le service public d'avoir une militante qui va participer à une journaliste. Elle est journaliste. Donc elle est toujours journaliste à France Inter. Elle est journaliste à France Inter. Elle a écoutez, une émission. On va attendre la réaction de la présidente de Radio France, Sybille Veil, ou la directrice de France Inter. Mais c'est pas tolérable, pardonnez-moi. Ou de l'exécutif. Puisque c'est avec notre argent, tout ça. Quand même, il y a quand même quelque chose de choquant. On peut avoir des convictions politiques, ça me choque pas quand on est journaliste. Il y a pas de sujet, mais vous avez le sentiment quand même très fort que dans le service public français, vous avez vu aussi ces journalistes de France 3 qui ont décidé de prendre position pour la France Insoumise, je crois, non mais bon, très bien, mais qu'il y ait des gens de gauche, de droite sur le service public, il n'y a pas de sujet. Que chacun, mais quand vous êtes payé par l'ensemble des Français, vous devez quand même, me semble-t-il, objectivement essayer d'avoir le moins de biais possible à l'antenne. Or cette dame, non seulement est journaliste à France Inter, mais en plus elle va donc animer un meeting à Lyon pour la France Insoumise. Et ça pose de problème à personne, et surtout pas à la direction de Radio France. Mais comme vous l'avez dit, Aquili, viré parce que éditorialiste trop à droite en fait sur France Info, c'est ça au début. Donc on va attendre la réaction des dirigeants de France Inter, parce que ce sont deux femmes, à Radio France et à France Inter. Alors Arthur Moraglia, c'était un coup de cœur. Oui, c'était un coup de cœur, et cette fois-ci qui portait sur de la lecture. Magnifique. Et oui, parce que je lis parfois le matin, même en écoutant la radio, ça m'arrive. Parfois quand vous écoutez France Culture, vaut mieux. Oui, mais alors il y a des lectures qui vont pas vous plaire, je pense. Alors attendez, mais c'était une tribune. Donc une tribune, c'est quelque chose qui aurait pu se retrouver honnêtement dans d'autres journaux. C'était une tribune dans Libération, qui a été écrite par une association qui s'appelle À nous la démocratie. Ouais. Et que j'ai trouvé extrêmement intéressante, parce qu'elle portait sur la question, en fait, des conventions citoyennes pour la démocratie. Elle appelait le nouveau gouvernement ou le président à engager une réflexion pour mettre en œuvre une convention citoyenne sur la démocratie. Et pourquoi j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, c'est que on a vu qu'on a eu la question des européennes, avec une élection quelque part un peu volée,
puisque dès le soir des européennes, on avait déjà quitté les européennes, on était parti sur des élections législatives. Ces élections législatives extrêmement polarisées sur 3 semaines, avec des gros enjeux démocratiques pour vraiment réellement réussir à faire vivre le débat. En fait, c'est un enchaînement et une fuite en avant qui masque le fait qu'on va avoir besoin d'avoir collectivement une grande conversation nationale sur la manière dont on veut fonctionner, répartir les pouvoirs. Répartir les pouvoirs, ça veut pas dire forcément remettre à plat l'ensemble des institutions. Ça veut dire voir de quelle manière on va les faire fonctionner ensemble et de quelle manière on va les articuler. Et quelque part, le président de la République lui-même avait dit qu'il faudrait faire une 3e convention citoyenne. Cette année, là, je crois qu'il a un sujet tout trouvé. Et dernière chose, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet d'aller un peu plus loin dans le mécanisme. Les conventions citoyennes, quelque part, c'est un outil qui est un peu mal aimé parce qu'il est désiré et qu'il déçoit beaucoup. Vous vous rappelez la convention citoyenne sur le climat ? 149 mesures qui avaient été annoncées comme étant reprises directement et finalement, on a bien vu que ça n'a pas été le cas. Heureusement. Ensuite, là je parle sur le processus démocratique. Ah oui, justement. Justement, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait une convention citoyenne, tout l'enjeu c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière et comment on le cadre. Et ce qui serait très bien, c'est de pouvoir définir un cadre clair, qu'on reprenne derrière les mesures ou pas, ou qu'on dise que par exemple ça fait un pré-projet de loi et que derrière les représentants de la nation, du peuple, les parlementaires puissent travailler dessus. En fait, c'est des choix qu'on peut faire ensemble. Mais c'est des choix qu'il faut qu'on clarifie, qu'on institutionnalise. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait rentrer tout à fait dans le cadre de ce type de convention-là. Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que ce mouvement citoyen qui défend des propositions donc, pour redynamiser la démocratie, il veut surtout redynamiser la démocratie avec la gauche, quoi. Non, c'est ce que j'ai compris. C'est quand même un problème, quoi. Je pense que vous avez vu que Démocratie Ouverte n'a pas pris position en soutien d'un parti ou d'un autre. Notre rôle, c'est d'être une vigie et de pouvoir expliquer les enjeux au niveau démocratique aux citoyens. C'est vrai, mais vous écrivez en écriture inclusive sur votre site. Je viens de le voir. Et ça, c'est un marqueur de gauche, de néo-progressisme très fort. Et en tant que femme, je tiens à vous dire que je ne tiens pas à cette écriture inclusive, que je ne me sens pas insultée si vous n'utilisez pas, et que limite, je me sens insultée si vous l'utilisez. Bon. Donc, En tout cas, je pense que ça n'a jamais été l'objectif de vous insulter directement avec l'écriture inclusive. Sauf que ces consultations bien sûr, mais là, rien donné. On est d'accord qu'on parle de virgule et de points, quand même. Là, moi, je vous parle de réforme institutionnelle. Mais il s'adresse directement au nouveau Front populaire. Pardon, attendez, Et puis la démocratie, c'est le suffrage. Le sommet de la démocratie. Je clarifie une chose. À nous, la démocratie, c'est pas démocratie ouverte. Je sais qu'il y a démocratie à chaque fois. D'accord. On n'en parle pas assez, donc c'est vrai que c'est bien de le remettre sur la table. Non. Moi, c'était sur cette tribune, sur ce texte-là. Donc, si vous voulez, on peut aller sur démocratie ouverte aussi. Mais la participation citoyenne. Je voudrais qu'on parle du chef de l'État et donc de ce qu'il a dit hier dans ce long podcast d'1h45. Je ne sais pas si quelqu'un l'a écouté. Non, mais vous avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron, c'est comme un lapin pris dans un phare. Ouais, alors moi, je trouve qu'il a les yeux rouges et le lapin, il a la myxomatose, si vous voulez. C'est-à-dire que le président de la République, je pense qu'il ne sait plus où il habite, il ne sait plus où est son terrier, il ne sait plus quoi dire. Mais moi, je trouve ça extrêmement grave, je vais vous dire. Qu'un chef de l'État... Non, mais vous imaginez, à l'extérieur de la France, je vais parler que de ce sujet-là, vous avez des gens qui sont sur le point de venir des étrangers pour les Jeux Olympiques. Et vous leur dites, chers amis, ne venez pas, nous sommes quasiment en guerre civile. Mais c'est absolument effrayant. Ils devraient au contraire rassurer et pas agiter des peurs, quel que soit le camp qui va gagner. Moi, je fais le pari qu'il n'y aura pas de majorité absolue pour personne. Bon, mais vous imaginez, parce que ça veut dire qu'il légitime déjà des mouvements de rue qui pourraient se produire et dégénérer, quel que soit. Oui, non, mais d'accord. Mais est-ce que c'est le rôle du chef de l'État de faire peur? D'autant plus que je rajoute parce qu'il a peur lui-même. Parce qu'on l'aurait presque oublié quand il dit ce sont les Français qui sont responsables. Non, mais très bien. Mais enfin, c'est quand même lui qui a dissous l'Assemblée nationale. Et puis la situation. C'est quand même lui qui, depuis 7 ans, fait monter les extrêmes. C'est quand même lui qui a lessivé les partis de gauche et de droite républicains. Et il est tellement sur son aventin d'arrogance qu'il est persuadé qu'il n'est responsable de rien. S'il est responsable de rien, le président de la République, vous savez ce qu'il lui reste à faire ? En dépit de ce qu'il a dit, on est tous d'accord. Alors, je peux juste apporter une petite correction. La montée des extrêmes, elle a commencé bien avant, puisque on va rappeler quand même que c'est Mitterrand qui a commencé à faire monter le Front National dans les années 80. D'accord, il y a une excellente tribune d'ailleurs dont je vous recommande la lecture, qui a été co-signée
ça va me revenir, par Bavrez et un autre, Nicolas Bavrez et Jérôme Fourquet. Et dans le Figaro, qui explique, à l'instar de beaucoup d'autres depuis des années, que la montée des extrêmes est le résultat d'un processus qui a commencé en fait il y a 40 ans. Il y avait eu des grandes discussions, il y avait eu une excellente émission réplique avec Dominique Régnier et Denis Riven. En disant que la gauche et la droite ça signifiait plus rien et que en même temps allait gommer l'histoire politique de ce pays. Bah oui, mais attendez. C'était le résultat normal d'un processus où ces gens sont responsables de leur propre. Emmanuel Macron nous a vendu l'idée qu'il allait contenir le vote RN. Quand même, je vous rappelle ce qu'il a dit. Il a dit c'est moi ou le chaos RN. Très bien. Et les promesses n'engagent que ceux qui les veulent. Et on a la montée en puissance du RN. Et moi, je vous rappelle quand même que depuis des années, ils nous enferment dans ce duel mortifère, le RN ou moi, le chaos ou moi, et que voilà un président qui a installé le chaos partout dans le pays et qui nous explique qu'il n'a aucune responsabilité, qui ne cesse de se répandre partout alors qu'il a quand même théorisé la rareté de la parole présidentielle. Je suis d'accord, mais il a été élu en raison de l'effondrement des partis de droite et de gauche traditionnels. Donc c'est un processus qu'il a fini et qu'il a accéléré, je suis d'accord. Mais il ne faut pas non plus déresponsabiliser les dirigeants intérieur. Ça fait 40 ans que ça dure. Les Gilets jaunes, ça vient pas d'hier. Les Gilets jaunes, dont je rappelle qu'ils étaient soutenus par 75% des Français au début de leur mouvement. Donc ça fait très longtemps que la promesse républicaine est trahie par tous les dirigeants successifs. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio. On revient sur ce podcast hier du président de la République qui évoquait une guerre civile qui serait l'issue d'un vote RN-LFI. Ce vote pourrait mener à la guerre civile. Cette phrase aussi, le 9 juin, le vote des Françaises et des Français, c'est à moi qu'il a fait le plus mal. On dirait un enfant qui parle. Alors, sur la guerre civile, cette notion de guerre civile, Arthur, vous voulez revenir là-dessus, Arthur Moraglia? Ah oui, complètement. Mais je l'ai trouvée extrêmement intéressante parce que, en fait, ça me paraissait assez sorti de son contexte. Parce que ça a été dit dans le podcast Do It Yourself de Mathieu Stefanini, c'était en fait de renvoyer extrême gauche et extrême droite et quelque part de politiser cette notion de guerre civile au profit d'un camp qui est en campagne. Or, c'est pas du tout ce qu'on attend d'un président de la République. C'est justement de se placer en garant de la cohésion justement du corps électoral et de ce qui se propose en offre politique et d'arriver à ne pas justement créer une polarisation qui fait une opposition qui pour le coup peut amener la guerre civile. Donc en fait, on est dans une sorte de prophétie autoréalisatrice d'amener la guerre civile, alors que justement, le rôle du président de la République, c'est d'être au-dessus de ça. C'est d'être le président de tous les Français. Exactement. Et donc d'avoir un discours d'apaisement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la guerre civile, c'est quelque chose qu'on retrouve dans cette série là assez connue qui s'appelle La Fièvre. Oui. Et en fait, je pense que c'est une lecture complètement tronquée de la série. Alors, peut-être qu'il n'a pas le temps de regarder beaucoup de séries. Je pense qu'il a dû la regarder. Je pense qu'il l'a regardé. Il un peu en ce moment. Bon, peut-être. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que l'objectif du président de la République dans cette série, c'est d'éviter la guerre civile. Ce n'est pas d'appeler publiquement à polariser le débat là-dessus. Oui, mais lui, sa justification, c'est de dire si vous ne votez pas pour moi, ce sera le chaos et ce sera la guerre civile. Donc il est en campagne aussi. C'est peut-être basique, mais c'est l'explication que j'ai. Vous savez, ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression d'un adolescent à problème qui a saccagé sa chambre et qui maintenant boude dans son coin. En fait, le président de la République, c'est le meilleur agent électoral du Rassemblement national. Et c'est terrifiant. Là, et que on n'a toujours rien compris en fait. Ça fait des années qu'on est dans une attaque frontale du Rassemblement national, qu'on est dans le mépris, qu'on est dans l'accusation, et on voit bien que ça n'est pas la bonne façon de faire. Que si on veut expliquer aux Français que le vote Rassemblement national n'est pas le bon, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Ça échoue depuis des années. Ouais. Chaque année, le Rassemblement national gagne de plus en plus d'électeurs, et on est là toujours avec nos attaques qui datent d'il y a 20 ans. Je crois qu'il faudrait peut-être qu'on renouvelle notre logiciel et qu'on propose
propose quelque chose au lieu d'être toujours dans l'accusation et dans la terreur. Voilà, on fait peur aux Français. Moi, j'aurais envie qu'on leur propose quelque chose. Ce qui est très angoissant, en fait, c'est que la personne qui nous dit ça, c'est pas un éditorialiste dont j'aurais oublié le prénom pour. C'est le président de la République. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il va y avoir une guerre civile. Alors, qui fait cette guerre, en fait ? Donc, ce sont des gens, mais qui et avec quoi ? Mais avec des armes. Ça veut dire qu'en fait, il est en train de nous expliquer, il va y avoir une guerre civile, que des gens auraient des armes. Et que surtout, en tant que président de l'exécutif, il serait incapable de protéger la population contre le fait que des gens prennent des armes qu'ils ont et qu'ils s'en serviraient pour tirer sur leurs compatriotes. Je trouve ça incroyable parce qu'il y a derrière ça un aveu d'impuissance et une incompréhension de son positionnement qui est précisément d'assurer la paix, l'ordre, l'autorité, la sécurité. Moi, ça fait quand même des années que je reçois des informations, notamment de Xavier Refer. Alors, Xavier Refer est extrêmement à droite. Enfin, il vous donne des éléments très concrets sur le fait que n'importe quel petit dealer de n'importe quelle petite commune de banlieue a aujourd'hui un arsenal militaire dont il sait se servir, missiles anti-chars, Kalachnikov, etc., etc. Quand les rapatriés d'Algérie sont venus d'Algérie armés, on les a désarmés. C'est l'ordre du général de Gaulle. Nous, on a désarmé personne. Et aujourd'hui, on les a laissés s'armer. On a à chaque fois paniqué quand il y avait une émeute dans les banlieues. Et notamment, on a commencé à paniquer surtout en 2005. Parce qu'on s'est rendu compte en 2005 qu'une émeute dans une banlieue pouvait se contaminer aux autres banlieues et qu'on n'avait pas les moyens techniques d'y faire face, surtout qu'on était engagé sur plein d'autres fronts. Donc, on n'a pas arrêté de calmer le jeu, de reculer le moment où cette éventuelle guerre civile allait avoir lieu, sans jamais prendre aucune mesure pour faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu. Parce que pour faire une guerre, il faut des armes. Donc, qui nous explique, ce président, pourquoi les gens ont des armes ? Éric, cette phrase... Moi, j'ai dit ce que je pensais de la déclaration irresponsable d'Emmanuel Macron. Mais sur le désarmement des Français, personne ne s'est posé la question il y a 2 ans, 3 ans, quand le ministère de l'Intérieur a demandé aux Français de ramener leurs armes dans les commissariats de police. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Moi, je m'étais posé la question. Je m'étais dit, mais donc il fallait ramener les fusils de chasse. Alors, ils ont récupéré un certain nombre de centaines, de milliers d'armes quand même à ce moment-là. Et moi, je me suis toujours demandé, alors je dis pas que en prévision d'une guerre civile, mais je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on demandait aux Français, vous vous souvenez, Valérie, de cette affaire. Et quand j'ai posé la question à des policiers, bon, ils savaient pas trop non plus pourquoi eux, ils devaient récupérer ces armes, mais je pense que le climat, si vous voulez, depuis les Gilets jaunes en France, et on est sur un climat d'affrontement. Mais encore une fois, quand vous faites croître les extrêmes, comme le président de la République les a fait, quand vous avez des positions de LFI qui sont absolument scandaleuses sur l'antisémitisme, sur la question du Hamas, vous créez de telles fractures dans la société que vous chauffez à blanc les électeurs les plus extrêmes et que tout ça, malheureusement, je le dis avec beaucoup de gravité, peut se finir par se régler dans la rue. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer dimanche aux élections législatives. Il y a une forte mobilisation. Combien il y aura de triangulaires? Sans doute beaucoup. 1 300 000 procurations. Qu'est-ce qui va se passer le 7 juillet au soir? Mais vous voyez, quand j'entendais Manon Bry ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin qui dit, il lui pose la question, est-ce qu'on appelle à une grève générale? Est-ce que vous appelez une grève générale si le RN l'emporte? Elle ne se prononce pas. Elle dit, bon, je suis pour le vote démocratique, mais elle ne dit pas que... Mais vous vous rendez compte, s'il y a une grève générale parce qu'un parti l'emporte démocratiquement, on fait quoi alors? On met le système démocratique par terre, on dit on recommence les élections comme pour les traités européens, tant que les Français n'ont pas voté correctement, on les fait revoter. Mais attendez, on est en train de détruire nos institutions. En plein Jeux Olympiques, je le rappelle quand même très le nouveau Front populaire, outre les déclarations sur l'antisémitisme, qui sont une chose qui révulse la plupart des Français, 75% des Français, si j'en crois le sondage Fondapol de janvier 2022, il y a tout le rapport du nouveau Front populaire à la démocratie elle-même, en fait. Quand Caron vous explique qu'il faut un permis de voter, quand il vous explique qu'ils vont faire une grève générale, quand Mélenchon tient depuis 2012 un discours révolutionnaire, il veut transformer la peuple en révolution. Quand on voit leur comportement à l'Assemblée nationale, tout simplement. Exactement, ils sont contre la démocratie. Et donc, déjà qu'on a une démocratie qui est absolument altérée, non seulement par le pouvoir qu'a pris l'Union européenne au terme d'un traité de Lisbonne pour lequel personne n'a voté, par le pouvoir qu'a le Conseil d'État, par le pouvoir qu'a le Conseil constitutionnel, par le pouvoir qu'ont les corps intermédiaires, tout ça, ce sont des gens pour lesquels personne n'est élu. Et là, on a un parti qui a
qui n'est pas un parti d'ailleurs, ne l'oublions pas. On a un parti qui est contre une coalition de partis, mais une coalition de partis qui porte un message antidémocratique avec des mesures antidémocratiques. Et ça, c'est catastrophique. C'est assez intéressant là-dessus parce qu'en fait, donc une coalition de partis, un parti, j'aurais aimé parler aussi du centre, mais comme il n'y a pas vraiment de mention de démocratie dans le programme, c'est compliqué pour nous. Mais en revanche, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de similitudes entre les deux fronts populaires et donc extrême droite, Rassemblement national. C'est qu'en fait, il y a toujours ce renvoi à la facilitation du référendum d'initiative citoyenne, populaire. Enfin, on est sur la même logique de développer au maximum la logique de référendum. Et la logique de référendum, elle est très intéressante. On en a parlé pour 2007 justement. La logique de référendum, c'est une expression ultime de souveraineté populaire sur un sujet. Ouais. Le référendum, il a 2 gros problèmes en France. Le premier, c'est que ça personnalise énormément la question. En fait, souvent, on est quand même sur un plébiscite pour ou contre. Donc ça, c'est un vrai sujet. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'un référendum avec une réponse en oui ou non ne peut pas permettre de traiter un problème aussi complexe que, on parlait du climat, mais on peut également parler de l'immigration ou de la réforme des institutions. En fait, c'est des questions qui sont hyper polysémantiques. On parle d'économie, on parle de social, on parle de culturel. Et donc, en fait, toutes ces choses-là, elles peuvent pas forcément être traitées par un référendum. La Constitution européenne n'aurait pas dû l'être, d'ailleurs, parce que c'était trop complexe. Pardon, mais on n'a pas écouté les Français. Mais non plus, pardon de le rappeler, mais tous ces référendums où les Français ne vont pas écouter Notre-Dame. Moi, je voudrais, parce que... Je voudrais qu'on revienne à Emmanuel Macron plus précisément dans ses déclarations. Non, mais bien sûr, mais juste un mot quand même, parce que j'entends, référendum. La gauche est-elle pour les référendums? Voilà une question sur laquelle vous pourriez vous appesantir, monsieur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand Manuel Bompard, en 2023, déclare « Le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie », le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. Donc monsieur Bompard, qui dirige la France insoumise, il prend le pouvoir comment si ce n'est pas par le vote? Par la rue? Alors là, et Caron, qui veut donner un permis de voter, c'est pareil. Pas de cette alors, je m'en rappelle très bien. Et en fait, c'était par rapport à la structuration interne du parti. Et là, vous me permettez de dire une chose, c'est que... Non mais peu importe, juste, que ce soit pour un parti... Au contraire, parce que LFI, comme tout autre parti... Non, c'est un parti stalinien, LFI. Bon, écoutez-moi, par rapport, comme tout autre parti, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a une exemplarité des partis à avoir sur la démocratie en interne. Oui. Et ce qui a été dit par rapport au vote, c'était une bêtise absolue au regard de ce qu'est la démocratie et de comment elle doit être conduite. Le vote n'est pas l'alpha et l'oméga. Attendez, le vote est la base de la démocratie. C'est pas la question. Donc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous, démocratie ouverte, on travaille pour essayer d'outiller les partis pour qu'ils puissent en interne s'améliorer dans leur structuration, dans la représentation des militants, mais aussi des corps intermédiaires, en fait, de tous ceux qui rentrent en interaction avec les partis, pour que, quel que soit le parti qui décide de se présenter à une élection, il puisse être outillé pour être réellement démocratique, d'abord en interne et ensuite dans ses propositions. Vous trouvez que LFI est démocratique ? Je pense que chaque parti a beaucoup de points d'amélioration. Voilà, LFI comme d'autres. Bien sûr. Non, je voulais revenir sur une remarque du président de la République sur la violence des mineurs qu'il semble découvrir là encore une fois en disant on va faire. Je lisais hier la tribune de Maurice Berger, pédopsychiatre dans le Figaro, qui donnait ces chiffres ahurissants que j'ai déjà donnés ici mais que je vais vous répéter. 46% de viols commis par des mineurs et sur ces 46% ou 48%, 27% par des enfants de moins de 13 ans. Donc, c'est des chiffres qui datent de 2021. Donc, on ne découvre pas cette violence des mineurs. Maurice Berger travaille sur le sujet depuis des années. Et là, on a un président de la République. Il dirige un centre d'éducation renforcé. Et là, on a le président de la République qui, d'un seul coup, découvre qu'il va falloir plus de sévérité. Enfin, on est un peu abasourdi de voir qu'il découvre les problèmes. Jusqu'à 13 ans, on ne peut pas faire grand-chose contre un mineur. Moi, j'ai eu un dossier de viol d'une mineure de 6 ans, en l'occurrence, par son cousin de 12 ans. La police nous a clairement dit qu'il ne pouvait rien faire. Ce qui m'a beaucoup étonné, en revanche, c'est que le procureur de la République ne déclenche pas ce qu'on appelle une information préoccupante. C'est-à-dire une enquête des services sociaux sur la famille pour savoir comment un enfant de 12 ans peut en venir à violer sa petite cousine. Et rien ne s'est passé, en fait.
Donc, on ne peut pas... Après, il y a la sanction, mais il y a quand même cette histoire de prévention. Ça ramène aussi à la protection de l'enfance, à l'état de la protection de l'enfance, qui est absolument catastrophique. Il y a encore une gamine qui est morte dans sa famille d'accueil, une autre avant qui avait été placée chez un couple dont le fils avait été condamné pour des violences sexuelles, et d'ailleurs il l'a violée. Tout va bien. Et donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la violence des mineurs est un sujet complexe, profond. Il se trouve que depuis une loi de 83 ou 84, c'est sorti du régalien, ça a été départementalisé. Ce n'est donc plus un enjeu politique. Il y a autant de systèmes de protection de l'enfance qu'il y a de départements. Et aujourd'hui, on ne peut pas traiter de la violence des mineurs si on ne s'inquiète pas de savoir dans quelle famille grandissent ces mineurs et quelles sont les obligations, les responsabilités parentales imposées à ces parents-là. Et on ne s'est pas donné les moyens de le faire et personne ne s'en préoccupe. Non, facile, le président de la République d'un seul coup découvre le problème il comme d'autres. La queue à chaque fois. On se retrouve dans un instant pour continuer ce débat. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On va revenir sur le programme du RN qui était présenté hier par Jordan Bardella. Un mot, on parlait de l'étranger. Je vois un tweet que m'envoie un auditeur. La presse européenne étrille Macron, un dirigeant kamikaze et égocentrique selon Der Spiegel. Le président joue avec le feu, un jeu dangereux, écrit le Guardian. Et c'est fou. Voilà. Et c'est vrai que les faux journaux étrangers sont assez, en particulier la presse allemande. La presse allemande est très sévère, mais c'est vrai qu'on peut légitimement se demander comment un président qui nous explique que les extrêmes mènent à la guerre civile a pu provoquer ces élections. En se qualifiant lui-même d'extrême centre, passage. C'est délirant. Le programme du RN, Éric Revel, vous qui êtes spécialiste de l'économie. Même économiste, ma chère Valérie, comme vous le savez, j'ai hésité entre deux carrières. Ouais. Qu'est-ce qu'on... J'aurais pas payé d'impôts si j'avais été haut fonctionnaire à l'OCDE ou au FMI, mais bon. Ce qu'on peut dire, c'est que la présentation qu'on a faite de Bardella hier, on voit bien qu'il est en train de détricoter, en fait, un certain nombre de mesures. Je rappelle quand même, par exemple, on soit pour ou contre, mais que pour baisser un taux de TVA en Europe, alors je sais qu'il y a des pays comme la Pologne qui l'ont obtenu après négo, mais il faut l'aval de Bruxelles. Quand vous avez des problèmes de finances publiques, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des recettes de l'État qui ont été moindres, vous privez de 15, 20, 30 milliards d'euros en baissant le taux de TVA, parce que c'est de la recette fiscale. C'est un vrai sujet pour le budget de l'État. Si vous voulez diminuer ce que la France verse chaque année à Bruxelles, Bruxelles peut vous coller un veto, etc., etc. Je vous rappelle quand même que en ce moment, même si c'est passé un peu sous les radars, la France avec d'autres pays, mais est-ce qu'on peut se raisonner de cette manière, est sous le coup d'une procédure de déficit excessif, parce que on ne tient absolument aucun engagement depuis des années. C'est à la clé quand même 2,5 milliards d'euros d'amende potentielle, ce qui d'ailleurs est une incohérence notable, parce que quand vous êtes en déficit budgétaire, vous accroissez un peu plus votre déficit budgétaire avec l'amende que vous allez devoir payer. Mais bon, donc moi j'ai le sentiment, si vous voulez, que Bardella, vous savez, plus le mur du pouvoir se rapproche peut-être, plus celui de la réalité devient infranchissable. Or, vous avez un certain nombre de mesures économiques qui sont proposées par l'Assemblée nationale, qui sont édulcorées en ce moment, comme s'il avait un peu le vertige de l'arrivée au pouvoir. Et du coup, il me semble qu'il déplace le terrain pour ne pas décevoir sa base électorale sur des réformes plutôt sociétales. Oui, il a parlé beaucoup d'éducation, d'autorité. Quand vous dites autorité, vouvoiement du professeur, vous voyez, ça coûte pas cher. Ça coûte 0 € au budget. Et vous voyez, ça me fait penser un peu, alors comparaison évidemment n'est pas raison, je vais pas, mais vous savez, la gauche, quand elle arrive au pouvoir, elle fait des réformes sociétales, parce que souvent son programme économique est inapplicable. C'est l'abolition de la peine de mort, le mariage pour tous. Le mariage pour tous de François Hollande, parce qu'en fait, quand vous regardez dans le détail, il y a un président de gauche et un président de droite. Mitterrand, il fait une politique du gauche jusqu'en 83, et après il convertit la gauche au libre marché et à l'Europe. Chirac, il nous fait une campagne sur la fracture sociale, et puis en 95, il augmente la fiscalité et il demande à Alain Juppé de contraindre les comptes sociaux. Donc, si vous voulez, il y a l'arrivée au pouvoir, puis il y a la réalité. Mais ce que je crois, de toute façon, Valérie, je vais vous le dire tel que je le pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a on est dans un tel état d'exaspération dans ce pays. Il y a tellement de fractures que, je vais vous dire, la question n'est même plus celle des programmes, en réalité. Et c'est pour ça que sans doute, le RN continue de croître dans les sondages, et je pense au Rolling, IFOP, Sud Radio. C'est qu'en réalité, quand vous interrogez des gens qui votaient à droite classiquement aujourd'hui, ils vous disent quoi? Allez, je vais vous résumer. Ils vous disent,
Pendant 40 ans, 50 ans, on a eu les meilleurs experts, hein. Les gens les plus intelligents, les gens les mieux formés, qui avaient le plus de diplômes, de droite et de gauche. Et voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors vous me dites que les gens du RN sont des guignols. Bah écoutez, c'est peut-être des guignols, mais est-ce qu'ils feront pire, plus mal que ceux qui nous ont emmenés dans le mur? C'est ça aujourd'hui l'élément central. Donc si vous voulez, les programmes économiques, en fait, la politique a perdu tellement de ses lettres de noblesse que les gens ne votent même pas là-dessus. Non. Ils votent sur un sentiment de rejet des élites, un sentiment d'exclusion, un sentiment de souffrance personnelle, et c'est là-dessus qu'ils votent. Et ça, je vais vous dire, pour les gens qui font de la politique au quotidien, c'est très difficile à contenir. On a essayé tout le monde sauf eux. Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est vrai qu'il y avait, des sondages qui disaient ce qui vexe beaucoup les Français, c'est que on traite les classes moyennes et inférieures. On leur dit non seulement qu'elles sont moyennes et inférieures, mais qu'elles sont moins éduquées. Ouais. Eh bien. Alors, et on dit le RN est nul. Finalement, il est moins éduqué également que les partis de gouvernement. Finalement, ils ont envie de voter peut-être pour des gens qui leur ressemblent. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, qui est quand même assez important, non, on peut pas dire ça. Non, pardon, Caroline, mais on peut pas dire des choses pareilles. C'est ce que j'ai entendu. Peut-être, mais enfin dire. Vous voyez, je pense que vraiment dire que ceux qui votent le Rassemblement national sont des gens débiles, pas éduqués. Mais moi, je trouve pas qu'ils le sont. C'est pas possible. Je trouve pas que je peux pas l'entendre. Je suis désolée. Non, mais justement, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense au contraire, à l'instar d'Orwell, que la common decency, la morale, la décence commune, c'est pas l'élite qui l'a. C'est précisément les gens. Donc je trouve pas du tout que les gens qui ont les mains dans le cambouis soient des idiots. Je pense qu'ils sont pris pour des idiots et que comme le dit Rigui, cette fracture, il ne la supporte plus. Après, il y a un autre point qu'il faut quand même mettre bien en valeur, c'est que ces gens qui souffrent parce que leur pouvoir d'achat est sans arrêt diminué par des taxes qui se mettent partout. Il y a des taxes dans les dentifrices, il y a des taxes dans les réfrigérateurs, maintenant il y a des taxes sur les vêtements neufs, il y a des taxes partout. Donc ils grignotent, plus l'augmentation des prix. Ils sont angoissés par ça. Ils sont également angoissés par une immigration dont ils estiment, à tort ou à raison, qu'elle est la cause du poids des finances publiques. Et aujourd'hui, les deux seuls partis qui sont anti-immigrationnistes, il y en a deux, c'est le LR et le RN. Oui, juste là-dessus, si on parle quand même des problèmes, parce que la décence commune, c'est aussi de répondre à des préoccupations telles que le pouvoir d'achat ou d'autres enjeux économiques, par exemple. Et là, on parlait du chiffrage. On venait justement de dire qu'il y avait un problème, c'est qu'on était dans l'hyper-personnalisation et on n'était vraiment pas du tout dans les enjeux programmatiques. Là, le programme du RN, on l'a tous reçu, il est arrivé hier. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un chiffrage qui va être fait peut-être au doigt mouillé dans les prochains jours. En fait, comment est-ce que c'est possible de débattre de la crédibilité d'un programme lorsqu'il est reçu une semaine avant le premier tour, qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir un chiffrage contradictoire? Mais attendez, c'est pas lié au RN uniquement. Je suis d'accord avec vous. Pareil pour mais évidemment, je suis d'accord avec vous. Comment imaginer le Front Populaire, le nouveau Front Populaire, puisse faire croire aux Français qu'il va dépenser 250 à 300 milliards, c'est-à-dire le PIB du Portugal tous les ans? Mais tout l'intérêt et toute l'élégance justement d'un programme politique, c'est de pouvoir être challengé quelque part, qui puisse être chiffré et qu'il y ait des contre-mesures et qu'après on puisse voir s'il est crédible ou pas. Non mais attendez, ce qu'on paye aujourd'hui, c'est la trahison des élites. Je suis désolée de vous le dire. On est là au pied du mur parce que nous avons tous échoué collectivement à répondre aux préoccupations des Français. Ça fait des années que avec Monsieur Macron, avec ce président de la République, que les Français qui souffrent sont méprisés. Ça a commencé par les gilets jaunes. Exactement. Et puis on a continué à être dans le mépris et l'arrogance. Bah, voilà, on y est maintenant. Mais exactement, mais c'est exactement ce que je disais. Ils se sentent méprisés. D'ailleurs, Christophe Guilluy en parle très bien de ce sentiment d'être méprisés. Oui, mais alors pourquoi la réponse est le RN et pas la gauche qui normalement mobilise plutôt le vote? Parce qu'ils sont méprisés par la gauche aussi. Mais non, mais parce que Valérie, pourquoi est-ce que LFI a décidé d'essayer de cultiver une base communautaire électoraliste? Pourquoi? Mais parce que la gauche, depuis cette fameuse note de Terra Nova, qui abandonne la classe ouvrière finalement, parce que le RN est déjà en train de capter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout autour de Paris, il y avait ce qu'on appelait la ceinture rouge. Il y avait toutes ces mairies communistes. Aujourd'hui, toutes ces mairies, tous ces électeurs, ils votent quoi? Ils votent plus pour le PC ou pour LFI. Ils votent pour le Rassemblement national. Donc, la gauche, Mélenchon, en grand stratège, je lui reconnais, il a déplacé le curseur en se disant, je vais avoir le premier étage de ma fusée, c'est-à-dire
un vote solide communautaire. Ouais. Moi, je vous donne mon billet que dans quelques temps, s'il réussit son coup, en 2027, s'il est candidat, il va beaucoup adoucir. Adoucir. Parce qu'en fait, il le dit, j'ai fait 22%. Donc vous avez un socle solide qui représente 10-12% dans ce pays. Un vote communautaire, hein, avec tous les errements que ça a représenté. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va adoucir son discours pour essayer d'avoir les 400 000 voix qui lui a manqué la dernière fois pour être présent au second tour. C'est ça la stratégie politique. Et ce qui est quand même désastreux, c'est de voir Monsieur Glucksmann, qui s'est fait traiter de sale juif, qui a eu des croix gammées et qui va à Canossa au bout de 4 jours, il avait dit je pose 5 conditions avant de faire le truc. Pas du tout, il est rentré sous le tapis. Et là, il nous fait le coup, il y a 2 jours, de signer une tribune en disant non à l'antisémitisme. Mais Monsieur Glucksmann, c'est trop tard. Vous êtes un bobo politique. La politique est trop violente pour vous. Vous n'êtes pas taillé pour ça. Faites autre chose. Travaillez le journalisme avec votre épouse. Il avait quand même réussi à mobiliser quand même aux élections européennes. Il a fait plus que la France Insoumise. Bien sûr. Oui, mais il est passé sous les fourches codines. Il a tout gâché. Il a tout gâché. Il a pris la place de Jérôme Gage. Merci à tous les 4. Il a pris la place de Jérôme Gage. Très bonne journée. Qui s'est racheté un... Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.